Bonjour à tous, merci de vous être connectés. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Verint. En janvier dernier, si vous étiez avec nous, eh bien, on avait développé le sujet de l'automatisation et la data au service de la relation et l'expérience client. On prolonge aujourd'hui cette plongée dans cet univers pour savoir où on en est très exactement en juin 2023 avec la relation client réinventée via l'automatisation et l'intelligence artificielle, comme c'est écrit derrière moi. Et c'est toujours avec plaisir que cet échange se fait avec Destio Boaguet. Bonjour Destio. Bonjour Alexandre, tu vas bien? Ça va très bien, merci d'être sur le plateau, consultant solutions chez Verint. Alors Destio, durant ces 45 minutes, on va pouvoir développer un certain nombre de sujets. Le retour, bien évidemment, sur l'étude Verint ECG 2023, savoir où on en est vraiment par rapport à l'étude 2022, l'apport de l'intelligence artificielle et enfin on parlera de la valeur de l'automatisation One Workforce. Sachez que dans le dernier quart d'heure, eh bien, vous pouvez poser vos questions, mais vous pouvez le faire d'ores et déjà via le chat qui est à votre disposition. Et bien évidemment, Destio répondra à toutes vos questions. C'est l'objectif. Qui concerne le sujet du jour, bien sûr. Nous n'irons pas au-delà. Alors justement, où est-ce qu'on en est, Destio, vraiment aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire un update, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre l'étude ECG qui a été menée par Verint en 2021, qui a été mise à jour en 2022, et 2023, il y a eu quand même des nouveautés, des tendances depuis. Hein. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Donc, c'est déjà merci de nous recevoir hein, pour cette édition. Donc, notre étude a été réalisée, et c'est important de le préciser, fin 2022. Oui. Au mois de décembre, là où on se prépare pour les fêtes, etc. On a les idées bien fraîches. Donc ça permet d'avoir un bilan de ce qu'ont pensé les dirigeants, les acteurs du monde de la relation client sur l'année écoulée 2022. Alors que lorsqu'on s'est vu la dernière fois, on faisait le bilan de l'année 2021 exact. Par rapport à l'étude qui précédait d'un an. Donc effectivement, un an est passé et on repart hein, de l'ECG, hein, la définition de l'ECG, Engagement Capacity Gap, qui signifie hein, ce qu'on affiche à l'écran actuellement, le gap, la différence qu'il y a entre plusieurs facteurs hein, concernant le monde de la relation client. Premièrement, les interactions concernant la mise en relation avec les entreprises. Donc ces interactions, ça va être tout ce qui est appel-voix, tout ce qui est envoi d'email, tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, tous les moyens possibles pour joindre l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des interactions. Ouais. C'est ce qu'on constate qui évolue constamment. Ça évolue non pas parce qu'il y a un nombre croissant de clients, même si c'est le cas et on est heureux pour les entreprises. Ça évolue parce que les clients ont les moyens d'interagir avec l'entreprise de plusieurs façons. Parce qu'il y a de nouveaux canaux aussi qui arrivent. Voilà, c'est ça. Le terme utilisé, c'est les canaux. Le canal voix anciennement utilisé, mais qui continue d'exister. Hein, on continue d'appeler, mais on rajoute du chat. On rajoute du réseau social lorsqu'on est content ou mécontent. Ouais. Et puis, il y a le bon vieux courrier postal qui a été remplacé par le mail, qui dorénavant est pris en compte également en back-office par les entreprises. Donc, tous ces canaux, cette addition de canaux, se rajoute à un autre facteur, c'est l'exigence des clients. Oui. Donc, ça fait partie des courbes qu'on affiche ici, là, l'attente des clients en vert qui augmente également. C'est-à-dire des clients, finalement, ils sont exigeants. Parce qu'il y a plus de canaux, ils se disent qu'ils peuvent être plus exigeants, service, bien sûr, et plus rapides. Exactement. Ouais. Ils attendent un service, donc les attentes sont plus fortes. Et il y a ce qu'on appelle la dynamique de la main-d'œuvre qui a évolué également. Et ça fait partie, ces trois facteurs, de ce qu'on a mis en avant quand on parle de l'écart de capacité. Parce qu'en face, les ressources n'augmentent pas spécifiquement. On n'augmente pas de manière exponentielle le nombre d'agents dans les centres d'appel, pour être clair. On continue avec les mêmes people. Pourtant, on doit gérer beaucoup plus d'événements. Ouais. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées hein, cette année pour répondre à l'étude ECG. Donc là, on voit certaines de ces questions hein, qui reviennent. Donc, comment puis-je optimiser mon processus de recrutement? Comment donner de la valeur, du sens à mes employés? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Donc, c'est vraiment des interrogations qui concernent les acteurs du monde de la relation client. Et c'est pour répondre à l'ensemble de ces interrogations qu'on a mis en place cette étude qui permet d'orienter les stratégies de nos produits au final pour répondre à ces inquiétudes. On rappelle que l'étude ECG
est une étude mondiale. C'est ça, ce qu'on voit ici, effectivement. Hein. Voilà, tous les pays sont représentés, enfin tous les pays, tous les continents, ce qui permet d'avoir des tendances régionales et aussi des points de rassemblement. Finalement, il y a des différences culturelles, mais il y a des attentes communes dans ce secteur. Et on voit également que tous les secteurs sont analysés. Donc on voit la relation client, elle est dynamique aussi bien dans les services financiers au niveau des banques que des assurances, mais également dans le monde des opérateurs, de l'énergie, du médical, etc., etc. Donc cette étude, elle est globale, elle est mondiale et elle est multisecteur. Multisecteur, ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va en sortir finalement ? On avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on était sur une tendance un peu pessimiste avec le Covid. On sortait du Covid et on était au début de certaines crises énergétiques. Exact. Donc il y avait des inquiétudes qui étaient exogènes au monde de l'entreprise au final. Oui, c'est rajouter la crise en Ukraine à la sortie de crise du Covid. Hein. Exactement. Ouais. Voilà. On est sorti avec cette ambiance-là. Dans laquelle on avait des attentes légitimes par rapport à cette atmosphère. Et finalement, on s'est rendu compte un peu après, avec le temps, que le monde d'après, vous vous rappelez de cette expression, le monde d'après, pendant le Covid, on se disait ah, tout va changer après Covid. Et finalement, le monde d'après est revenu à un équilibre de ce qu'on connaissait avant. Vous voyez, on continue de se faire la bise alors qu'on pensait que ce serait fini, on se serre la main, et heureusement, d'ailleurs, l'humain reprend le pas. L'humain reprend le pas, donc c'est pas plus mal. Il y a des habitudes qui ont changé néanmoins dans le monde du travail, le télétravail par exemple. Et vous savez, ce phénomène qu'on avait eu à un moment donné de la grande démission qui s'est atténué et qui finalement est resté assez concentré aux États-Unis, ce phénomène de démission de masse. Oui. En France, on a eu des prémices en Europe, mais ça c'est pas du tout, c'était pas équivalent à ce qu'il y avait aux États-Unis. Donc ça, c'était une inquiétude de l'année précédente, la grande démission, la rétention des talents, qui reste d'actualité, mais pas pour répondre à une démission de masse, pour répondre à des cas particuliers, du bien-être. Donc on est plus sur de l'accompagnement social que répondre à une problématique sociétale par rapport à ce phénomène de grande démission. Donc ce point-là, finalement, ça fait partie des changements. On n'a pas subi cette grande démission comme on l'attendait un peu dans le monde suite à l'exemple américain. La récession, par contre, a frappé beaucoup de pays occidentaux. Donc la guerre en Ukraine n'a pas aidé, forcément. Et qui dit récession, dit contrainte budgétaire. Donc pour revenir à notre sujet, la relation client, eh bien on se retrouve avec des exigences clients qu'on a vues tout à l'heure en hausse, des interactions en hausse et des budgets contraints. En baisse. Exactement. Ouais. Donc ça reste d'actualité, cette notion de budget, de coût contraint. Et ça se met un peu dans une équation qu'on appelle CX Cost, donc pour dire la Customer Experience par rapport au coût. Donc on essaye de réduire justement l'impact du coût sur la Customer Experience. Apporter de la qualité sans augmenter les coûts. En gros, c'est un peu ça le challenge auquel sont confrontés les dirigeants et c'est ce qui ressortait aussi assez fortement de l'étude. On notera néanmoins que le point ressources humaines reste d'actualité. Il reste très fort. Alors, c'est-à-dire ressources humaines ? Alors, ça veut dire la gestion des employés. Ouais. La gestion des employés, ça reste une des préoccupations majeures des employés, des employeurs. Ouais. Donc, sur ce point-là, les employés, qu'est-ce qu'il y a ? Ils veulent du bien-être, ils veulent de la mobilité, ils veulent de l'évolution. Vous voyez, c'est des notions qui sont très sociales dans l'entreprise et qui sont importantes pour le business. Au final, je veux garder mes people pour augmenter la valeur de mon employé. Quelque part, si je traduis un petit peu de façon très grand public, c'est je vais avoir moins de moyens, donc je vais chouchouter mes employés actuels pour pouvoir les garder et qu'ils soient plus performants parce que finalement j'ai moins de moyens aussi. Exactement. D'accord. Et en fait, il faut revenir à la base. Hein. Un recrutement, ça coûte cher. Un recrutement, ça repartir de zéro, former, perte de compétences, donc ça coûte cher à l'entreprise qui a moins de moyens, comme vous l'avez dit Alexandre. Donc c'est mine de rien une nécessité business, même si derrière il y a des enjeux sociaux et de bien-être, il y a aussi des enjeux business face à ça. Et donc ça reste une des préoccupations majeures des entreprises, donc par rapport à l'étude précédente. C'est le point qui a le plus évolué, hein, d'ailleurs, hein, la partie ressources humaines.
Donc s'il y a un facteur, une variable à prendre en compte, je trouve que c'est un des points qui a le plus évolué, puisqu'on voit qu'il y a une augmentation de 18 à 27% de personnes préoccupées par tout ce qui est autour des RH. D'accord. Effectivement, c'est impactant. C'est impactant. On parle de l'arrivée, justement, l'avènement peut-être de ChatGPT, avec une disruption mais qui n'apparaît pas malgré cette révolution ChatGPT, on peut le dire. Oui, là on peut le dire, et la remarque est très bonne, parce que initialement on parlait de l'étude et des résultats de l'étude qui portent sur des sujets qu'on a l'habitude, entre guillemets, de voir dans le monde de la relation client. Donc la gestion de la satisfaction, la rétention des employés, etc. Et il se trouve, fin décembre, qu'on a eu cet avènement de ChatGPT qui n'avait pas été exprimé dans l'étude, puisque l'étude ayant été faite début décembre, on était dans une actualité un peu qui se chevauchait. Ouais. Par contre, ce qu'on voit là sur le slide, c'est l'importance de l'automatisation qui avait été identifiée par les acteurs du monde de la relation client. Et c'est intéressant parce qu'on parlait plus d'automatisation. Donc ça fait partie des termes qu'on maîtrise déjà dans la relation client. Donc automatisation, globalement, il faut penser bot. Vous voyez, bot ou SVI, tout ce qui est serveurs vocaux. Ouais. Donc c'est une manière d'apporter du self-service, donner un service au client final, sans mettre en relation avec l'agent. Donc là, on est plus sur de l'automatisation, et ça faisait partie des préoccupations des investissements sur lesquels les acteurs voulaient se projeter initialement. Donc là, on est proche de l'intelligence artificielle, mais par rapport à votre question, Alexandre, effectivement, on n'a pas noté à l'heure actuelle, lorsqu'on finissait notre étude, de points marquants sur ChatGPT spécifiquement, alors que finalement, c'est devenu la grosse actualité de l'année 2023. Exact. Commencé. Donc là-dessus, on peut justement rebondir par rapport à votre point. Vous avez parlé de rupture. Ouais. Et si on se rappelle, en fait, en début d'année 2023, puisque là, maintenant, on se projette, on se rapproche un peu de notre ère contemporaine. Ouais. Au début 2023, il y avait deux grandes questions. C'était Twitter. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bouleversements chez Twitter. Voilà, Twitter, parmi les premiers réseaux sociaux. Fuite de talent. Ah oui, complètement. Ouais. Là, il y a eu bouleversement de dirigeants et de stratégies que nous, on voit maintenant 6 mois après. Ouais. Alors qu'à l'époque, on se disait, mais qu'est-ce qui va advenir de Twitter? Et c'était un gros sujet de conversation. C'est vrai. Et l'autre gros sujet, ça a été ChatGPT. Là, maintenant, on rentre 2023, on sort du réveillon, on est en janvier, et puis, hop, au bout d'un mois de mise en service, il y a pratiquement 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. Au bout d'un mois, on n'a jamais vu ça. Ouais. Résultat, emballement médiatique, emballement sociétal, ChatGPT par-ci, ChatGPT par-là. Donc ça, c'était pas pris en compte par notre étude, qui, elle, prenait en compte toute l'année 2022. Et là, début 2023, ces événements dont on parle là sont tout frais, sont tout récents. Donc on peut s'attarder un peu là-dessus. Et on se dit, tiens, pourquoi cet emballement? Mais en fait, cet emballement, il vient beaucoup de l'imaginaire des personnes que nous sommes, des êtres humains que nous sommes. À savoir, il y a une nouveauté marquante qui est même spectaculaire. C'est le mot qu'aiment utiliser les scientifiques, ce qui est rare. Les scientifiques, d'habitude, ils sont assez terre à terre et mesurés. Ouais. Là, on parle d'avancées spectaculaires, non pas techniquement, dans le ressenti humain. On a un logiciel qui permet de comprendre ce qu'on dit, en apparence. On verra un peu plus tard cette réalité dans notre discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, en janvier, pourquoi on en a autant parlé? Parce que notre imaginaire est allé très loin, en fait, par rapport à cette arrivée technologique. Ça me fait penser à ce slide où on imaginait auparavant qu'en l'an 2000, on se faisait plein de projections sur en l'an 2000, il y aura ceci, il y aura cela et tout. Les voitures volantes, etc. Exactement. Et donc cet imaginaire-là sur le futur, il va très loin. Donc quand on voit la réalité et qu'on voit les vols en réalité par rapport à ce qu'on imaginait avec les voitures volantes ou autres, aujourd'hui, on est toujours rempli dans les avions, entassés dans les avions, et la réalité continue de progresser, mais notre imagination va beaucoup plus loin, en fait, que la réalité. Donc c'est pour ça aussi que l'emballement médiatique a été très fort.
Malgré tout, l'intelligence artificielle s'installe petit à petit dans notre quotidien. Et ça, c'est une réalité moins visible par rapport à un événement comme ChatGPT. Sur cet exemple-là, toujours par rapport au vol, on voit par exemple que l'intelligence artificielle prend aussi de l'importance avec par exemple le fait de retenir votre numéro de passager, retenir les plats que vous avez commandés la dernière fois que vous avez pris telle compagnie, la place où vous étiez installé, et quand vous allez venir une fois d'après, on va vous proposer automatiquement des choix qui vous correspondent. Ouais. Exactement. Donc derrière, on a une intelligence, on va l'appeler comme ça, qui apporte du service à l'usager. Donc dans notre quotidien, il y a déjà de l'intelligence artificielle. Et pour répondre à ça, on s'était dit, mais au fait, l'intelligence artificielle, on va la définir comment, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, etc. Moi, je pense, Alexandre, si je vous demande, est-ce que vous êtes intelligent, vous allez me répondre oui, j'imagine. Je ne sais pas à moi de le dire. Ça serait malvenu. Non, j'ai aucun doute là-dessus sur votre intelligence, Alexandre. Et effectivement, en essayant de traduire l'intelligence artificielle, on a une définition relativement simple, c'est-à-dire que l'intelligence, ça va être les moyens qu'on met en œuvre pour répondre à des problématiques. Et on rajoute complexe, parce qu'il y a des problématiques qui sont très simples, comme boire, manger, tout le monde va le faire, y compris les animaux, etc. Et des problématiques complexes, aller chercher un pot de Nutella dans une armoire, ouvrir le pot, se servir, etc., nécessite un degré d'intelligence que les animaux n'ont pas. C'est juste pour caractériser où on met le curseur. C'est pour ça qu'on rajoute complexe derrière. D'accord. Et dans le cadre de ChatGPT, puisqu'on y revient, il y a une notion de complexité qui est intéressante et qui est spectaculaire dans le mot spectacle. Si, juste pour résumer, peut-être que l'arrivée de l'intelligence artificielle et de ChatGPT très récemment a un peu effrayé tous les publics. Oui. Et qu'au fur et à mesure, c'est comme tout, hein, de mieux la connaître, on s'aperçoit qu'on va pouvoir s'en servir à bon escient et que ça va pouvoir soulager de beaucoup de tâches ingrates et chronophages tout le monde, donc le personnel aussi dans l'expérience client. Parce que l'expérience client, ils n'ont pas du tout vu arriver ChatGPT. Non. On est d'accord. Non, clairement. J'imagine que des spécialistes se doutaient que ça allait pas tarder à arriver, mais ça a surpris tout le monde dans l'expérience client. Ça a surpris tout le monde, il faut le dire clairement. Et c'est intéressant, encore une fois, Alexandre, ce que vous dites, à savoir le monde de la relation client et le monde des scientifiques. Oui. Dans le monde des scientifiques, il y a de l'intelligence artificielle qui est déployée depuis un moment et qui progresse jour après jour, année après année. Donc cette intelligence artificielle, on la retrouve dans les smartphones, dans les appareils photo, on les retrouve dans tout un ensemble d'applications de notre quotidien. Ouais. Maintenant, quand on parle de relation client, on parle relation client humaine. Donc la relation, c'est pour beaucoup de la conversation. Il n'y a pas que ça dans la relation client, bien évidemment, mais il y a ce gros focus conversationnel. Et quand on s'attelle à la relation client et qu'on pense à la conversation, ce qui a été mis en avant, notamment par notre étude, c'est les bots. Donc les bots, c'est un élément de conversation qui s'intègre et qui aide de jour en jour dans les conversations, avec plus ou moins de succès. Je dis plus ou moins de succès. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes satisfait des conversations avec un bot qui vous sont proposées sur tous les sites web. Pas toujours. Voilà, c'est la réponse qui vient souvent, Alexandre. Pas toujours. Parfois, ça suffit pour le besoin et souvent, ça ne suffit pas. Donc, il y a un curseur. Mais ça aide de plus en plus à désengorger les centres d'appel sur des conversations qui sont relativement simples à être résolues. Donc ça, c'est le point sur lequel vous disiez, le monde de la relation client n'était pas forcément prêt à cet avènement conversationnel, alors qu'il utilise du bot depuis un certain temps, et ceux qui l'utilisent bien en sont satisfaits, puisque ça permet de dévier des conversations du flux d'appels, des centres d'appels vers les bots. Donc ça soulage. Ça soulage, exactement. Et dans ce sens-là, c'est intéressant. On parle de soulager. On parle donc de quelque chose qui est positif. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le monde de la relation client n'a pas vu arriver parce qu'il n'est pas au fait des évolutions scientifiques qui, elles, font des recherches sur l'intelligence artificielle.
Donc c'est un autre monde, hein, l'intelligence artificielle. Et en fait, la société qui a mis en place ce ChatGPT, c'est OpenAI. OpenAI a commencé à travailler dessus il y a plus de 6 ans en réalité. Et depuis 6 ans, les grands acteurs comme Google, Amazon, Microsoft travaillent aussi sur des technologies dites génératives. Et en fait, OpenAI est allé plus vite sur la technologie générative. Si on peut justement définir, là, par rapport à l'apport essentiel de ces intelligences artificielles, justement donner des définitions sur l'intelligence artificielle de manière globale, oui. Et peut-être effectivement d'autres plus sélectives, oui. Ou ChatGPT. Alors, c'est ce dont on parle là, pour réduire le scope, on est sur les intelligences artificielles conversationnelles qui sont en capacité, je mets des guillemets, de comprendre les conversations humaines. D'un côté, on a ce que utilise Verint, par exemple, qui est le NLU, et qui est le Natural Language Understanding, oui. La compréhension naturelle du langage. Oui. Ce principe-là, il est développé et utilisé par Verint dans des applications dites de speech analytics, par exemple, analyse de la voix, depuis des années, depuis des dizaines d'années d'ailleurs, on est pas loin des 20 ans, qu'on déploie du speech analytic et qu'on progresse sur le speech analytic. Donc ça permet, cette technologie d'intelligence artificielle, même si le mot n'était pas utilisé, brandi haut et fort, c'est une réalité technique, technologique qui existe depuis des dizaines d'années, depuis plus de 15 ans environ, chez Verint pour faire le speech analytic. D'accord. Pour vous faire un exemple concret, ouais. Qu'est-ce qu'on va comprendre par le speech analytic? J'ai une conversation. Dans cette conversation, j'ai des mots qui sont utilisés et l'intelligence artificielle de Verint va créer des thèmes pour comprendre ce que disent les mots. Par exemple, s'il entend annulation de compte, il comprend que là, il y a une personne qui va clôturer un compte, donc on peut considérer qu'il y a un risque de churn, il y a un risque business ou il y a un mécontentement. Mécontentement, exactement. Vous voyez, donc on va attribuer à une compréhension de mots des impacts business. On est uniquement sur le mot, est-ce qu'on est aussi sur l'intonation? C'est-à-dire que j'imagine quand je suis énervé, me connaissant, je n'ai pas le même rythme ni la même intonation que quand on se parle là. C'est une bonne remarque. Alors, la détection de l'intonation n'est pas prise en compte par la technologie Verint parce qu'on arrive à identifier l'émotion à travers d'autres critères et d'autres algorithmes. D'accord, suffisant. Voilà. Donc, par exemple, quand on parle d'algorithmes pour détecter l'émotion, on va identifier les mots à connotation positive ou négative. On va identifier la durée de conversation, les temps de transfert, de mise en attente, les moments où les gens parlent en même temps, par exemple, dans une conversation. Oui. Il y a plein de ça donne des indications, qui montrent des signes d'irritation ou pas. Les mots et les gros mots, j'imagine aussi. Et les gros mots qu'on sait identifier. Parce que ça peut arriver que certains clients s'énervent. Exactement. Au-delà de la limite au téléphone. Et on a des résultats là-dessus à 90% d'identification correcte par rapport à un être humain. Ah oui. Ce qui veut dire que si un être humain met une note sur une conversation que le système Verint a notée, en disant est-ce que cette conversation était positive ou négative, on va avoir 90% de correspondance entre une note faite par un humain et celle faite par le système Verint. D'accord. Sans analyser l'intonation. Ouais, en plus. Vous voyez, spontanément, vous aviez pensé à l'intonation, mais les ingénieurs côté Verint ont statué, après bien des études, que l'intonation pouvait être trompeuse. Ah oui? Oui, avec la voix grave qui ne signifie pas qu'on est forcément énervé, ou la voix douce qui peut exprimer un fort mécontentement. Oui, il y a des gens qui arrivent à clairement s'exprimer de façon manière douce. Mais on est d'accord, c'est un talent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technologie artificielle NLU. C'est ce qu'utilise Verint. À côté de ça, on a la technologie générative, qui est utilisée par ChatGPT, qui est une application, mais surtout par OpenAI. C'est la société qui a créé ChatGPT, ou par d'autres acteurs comme Microsoft, la technologie générative. Et en fait, la technologie générative, là où elle a fait progresser les sciences de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est sur de la prédiction d'intention. C'est-à-dire, c'est un système probabiliste de mots qui va permettre de deviner quel est le prochain mot probable dans une phrase. Donc, par rapport à tout un système de probabilité, le système va créer des phrases qui ont du sens parce qu'il va mettre des poids sur les mots possibles après tel mot, tel mot, tel mot et nous proposer des réponses qui ont du sens. Parce que lorsqu'on s'exprime, on s'exprime avec des suites de mots qui vont toujours dans le même sens, je mets des guillemets, lorsqu'on veut dire telle ou telle intention. D'accord. Vous voyez, donc si je dis demain la météo
nous annonce un beau temps, après avoir dit météo, on s'attend à ce que derrière, je parle de beau, mauvais, pluie, soleil. Vous voyez, ouais. donc on a un cadre le champ des possibles par rapport à certains mots dans une phrase. Donc le système générationnel a une très grosse base de données qui va lui permettre comme ça de prédire les termes suivants avec une efficacité redoutable, puisqu'on a l'impression de parler avec quelqu'un qui nous comprend. Ouais. Ce qui veut dire que finalement, nous autres êtres humains, on parle très souvent de la même manière quand on veut énoncer une idée. La contrepartie de ça, c'est que le système ne sait pas de quoi il parle. En fait, il sait comment les mots peuvent s'enchaîner dans une phrase, mais il ne sait pas la véracité de ce qu'il dit. Là, je parle de l'intelligence générative. Donc là-dessus, la limite, ça va être, par exemple, plein de gens qui s'amusent sur Internet à poser des questions stupides à ChatGPT. Il y en a une récemment, c'était « Citez-moi plusieurs femmes premières ministres en France ». Et en fait, il donnait des noms à un moment donné d'hommes premiers ministres. Okay. Et donc, il ne faisait pas la différence entre l'information femme et premier ministre. Donc, par un jeu de plusieurs questions, on arrive à avoir la réponse. Mais c'est juste pour indiquer que, quand vous lui posez la question, ben lui, il a du mal à se dire c'est quoi une femme, c'est quoi ceci, etc. Donc, cette compréhension humaine, il ne l'a pas, le système, et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que finalement, ce qu'on disait au début, l'imagination qui va très loin, on s'était imaginé plein de choses. Ça va remplacer l'être humain. Mais non, ça remplace et fait très bien des conversations, mais ça ne remplace pas une réflexion humaine. On est d'accord. Voilà. Donc, je rappelle à nos amis qui nous regardent que vous pouvez d'ores et déjà poser des questions via le chat qui est à votre disposition. Et d'ici un bon quart d'heure, on y répondra avec Destio. Enfin, Destio y répondra. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations de cette IA générative qu'on peut imaginer dans l'univers justement qui nous concerne, celui de l'expérience client? Si on élargit la palette, si on fantasme. Alors, on fait le lien entre les possibilités techniques et finalement les usages. Par rapport à votre question, c'est OK, on a un moyen technique de faire des conversations ou de comprendre des intentions. Comment est-ce que ça peut se traduire dans le monde qui nous concerne de la relation client? Donc, quels sont les use cases qu'on peut mettre en place? Donc, par rapport à ça, un des use cases très forts qui est utilisé et sur lequel GPT est pertinent, donc quand je parle de GPT, je parle de la technologie, je ne parle pas forcément de l'application ChatGPT. ChatGPT, c'est une application pour converser de manière générationnelle. Je pose une question, j'ai une réponse. D'où le nom. Exactement. Donc, quand je parle ici et que je dis que GPT, je parle de la technologie générative qu'on a décrite juste avant. Donc, concernant cette technologie générative, qui comprend les mots et les intentions via un jeu probabiliste, eh bien, on a des très bons résultats sur les résumés de conversation, par exemple. Donc, un grand texte qui parle de plusieurs choses va pouvoir être réduit grâce à la technologie IA générative. Donc, l'intérêt, ça va être quoi? J'ai une conversation qui est effectuée entre deux êtres humains, un client et un agent d'un centre d'appel. J'utilise par exemple Verint pour traduire la voix en texte. Donc pour ça, il faut une application de transcription qui va faire ce travail. Déjà là, on est déjà sur de l'IA. Pour traduire la voix en texte, il faut voir tout ce qui se passe derrière. Parce qu'un mot qui est avec une intonation particulière, dans les syllabes peuvent vouloir dire autre chose, etc. Les phonèmes, etc. Il faut déjà une intelligence artificielle pour traduire la voix en texte. Qu'on a par exemple sur nos téléphones. Exactement. Dorénavant, on a des moteurs Nuance, Google, etc., Microsoft, qui le font très bien. Et Verint a son propre moteur de transcription, qui s'appelle DaVinci. Toute notre intelligence artificielle s'appelle DaVinci côté Verint, et qui va pouvoir traduire la voix en texte. Très bien. Ce grand texte que l'on a, finalement, si je veux le réduire, je peux utiliser une technologie d'IA générative offerte par OpenAI. Donc OpenAI, c'est la société qui a créé ChatGPT. Je vais utiliser le GPT, la technologie générative, et je vais faire un résumé de la conversation. Donc vous avez derrière ça comme possibilité des agents qui vont avoir des conversations, derrière des résumés de texte
qui peuvent être stockés dans un CRM, une application métier, et qui peuvent servir derrière pour un autre agent qui va reprendre un cas pour transférer à un support, pour qu'il puisse comprendre rapidement ce qui s'est passé, sans qu'on ait à chaque fois à avoir deux agents qui vont se donner des infos et qui vont finalement, avec l'effet du téléphone arabe, traduire d'autres choses que la réalité. Vous voyez les distorsions qu'on peut avoir parfois entre plusieurs personnes qui racontent la même histoire. Donc voilà, on a les résumés qui sont une des applications possibles sur l'utilisation générative. Il n'y a pas que ça que je voulais mettre en avant. Il y a le fait qu'aujourd'hui, côté Verint, on a notre propre intelligence artificielle DaVinci, qui fait un ensemble d'applications dont on a parlé, le speech analytic, la transcription et les moteurs de recherche, etc. Et qui va s'appuyer également sur d'autres IA pour augmenter la valeur use case métier pour les centres d'appel. Donc l'idée, c'est d'offrir des services qui ont un intérêt pour les centres d'appel, mais avec une valeur, entre guillemets, certifiée Verint, derrière laquelle on va voir 3 points très forts. Un, dans la philosophie Verint, l'objectif n'est pas de remplacer l'humain, c'est d'aider l'humain. Donc c'est d'apporter de l'aide, de simplifier le travail de l'humain, que ce soit en temps réel ou en temps différé. Donc cette notion d'avoir peur de l'IA n'est pas du tout d'actualité dans ce cas-là, puisqu'on va plutôt... Oui, c'était une des grandes peurs, justement, de tout à chacun, c'était que ça remplace l'humain. Donc c'est pas dans la philosophie, côté Verint. Un deuxième point important, c'est sur les données qu'on va utiliser. Verint a des modèles de données dédiés, spécialisés sur le centre d'appel, vu notre expérience dedans, et ces données vont être sécurisées. Alors que sur une techno générative publique, eh bien forcément les données sont publiques. Aujourd'hui, tout le monde peut poser des questions à ChatGPT et utiliser du GPT, ce qui nourrit le système, parce qu'il y a un grand nombre de données, je parle de côté génératif, mais au final, attention, elles sont publiques. Donc si vous voulez de la privacy dont on a besoin dans le monde de l'entreprise, vous vous retrouvez un peu coincé à vouloir utiliser ce genre de technologie qui est aujourd'hui ouverte sur l'extérieur. Donc si on se dit ce qu'on peut imaginer comme use case par rapport à la question que vous aviez évoquée tout à l'heure, premièrement, c'est de se dire que les deux mondes ne s'opposent pas. C'est-à-dire l'intelligence artificielle proposée par Verint, DaVinci, a ses propres capacités depuis des années, donc la possibilité de faire des transcriptions, du speech analytique, des évaluations automatiques des utilisateurs, d'apporter de la valeur sur les bases de connaissances avec du knowledge management, tout ça en se basant sur des technologies d'IA propriétaires. Et de l'autre côté, on a le monde de l'IA qui évolue avec OpenAI, avec Microsoft par exemple. Nous, on fait le meilleur des deux mondes. On va utiliser par exemple la technologie d'IA de Microsoft pour proposer de la rédaction en supprimant tous les termes sensibles, par exemple. Donc, si vous avez dans une conversation des données de santé, des données bancaires, des données nominatives, de détermination de sexe ou de race, etc., de religion, on peut considérer que ces données sensibles à effacer, et on va utiliser un système d'intelligence artificielle pour retirer ces termes-là de la conversation et utiliser que l'essentiel anonymisé. Ça, on va utiliser une IA fournie par Microsoft de manière sécurisée. Comme ils sont très bons dedans, on va utiliser leurs forces combinées à nos forces. De les piocher en fonction des forces de chacun. Exactement. On est face à des acteurs mondiaux qui ont une expérience et qui ont une avance. On prend ce qu'ils ont à nous proposer et nous, spécialistes de l'engagement du workforce, on va rajouter cette force-là avec nos forces. D'accord. Pareil sur GPT, on a parlé tout à l'heure des résumés de conversation. On a également la génération d'articles de bases de connaissances via du GPT. En clair, on a un exemple dans lequel vous avez la base de connaissances qui est à disposition dans une entreprise. Je suis un conseiller bancaire, j'ai besoin d'expliquer une transaction immobilière un peu complexe. Je demande à mon système via du knowledge management Verint, celui-ci me génère un article. Il se trouve que cet article fait 2 pages. C'est beaucoup trop long. Je peux faire une remontée à mon système et donc à mon publicateur que l'article est trop long. Et celui-ci pourra, le publicateur pourra utiliser GPT via une intégration qu'on a réalisée avec OpenAI pour réduire la taille de l'article et reproposer la même information en termes de base de co sur un chapitre de 5, 10, 15 lignes.
Vous voyez? Donc là, tout de suite, j'utilise les forces de GPT dans le monde réel de la relation client pour donner de la visibilité à un collaborateur qui connaît bien son produit. Il a besoin d'un résumé, il n'a pas besoin de 3 pages. Donc, en fonction du niveau des collaborateurs, que je sois un débutant qui a besoin de lire 3 pages ou un confirmé qui a besoin de l'info concise en 5 pages, je pourrais comme ça adapter sans qu'un être humain derrière doive générer des articles de plusieurs tailles. C'est ça. Vous voyez, c'est soulager sur des tâches chronophages. Exactement. Les intervenants et le personnel. D'accord. Donc dans ces cas-là, je ne mets pas en danger l'emploi au final, mais j'apporte de la valeur à l'un et à l'autre. Ouais. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là que sont développées les intégrations côté Verint et qu'on va utiliser les technologies, parce qu'au final ce sont des technologies, pour faire améliorer le quotidien des employés et le service rendu aux clients, bien évidemment. Donc est-ce qu'on peut dire que la relation client finalement bénéficie plus de l'intelligence artificielle et de ChatGPT qu'elle ne le subit? Nous, c'est comme ça qu'on le voit, sachant que toutes les révolutions technologiques ont néanmoins des impacts sociétaux. Donc là, on prend en compte le fait qu'il y a certaines fonctions qui vont disparaître. Donc tout ce qui est conversationnel très basique va être de plus en plus automatisé. Oui. Donc l'apport d'IA conversationnelle très puissante va permettre de dévier certaines conversations vers de l'automatisation, vers des bots. Oui. Ça, c'est une réalité. Ce qui signifie qu'on va laisser aux employés les tâches à valeur ajoutée. Et donc, certains vont être laissés sur le carreau parce que sur 100 personnes, il y en a peut-être 80 qui vont monter en compétences naturellement et 20 qui ne monteront pas le faire. Voilà. Ça, c'est là... C'est la logique, on va dire, technologique dans laquelle on vit dans notre société. À chaque fois qu'il y a eu une révolution industrielle, révolution informatique, etc., il y a eu des pertes d'emplois qu'on a oubliées avec le temps, avec l'histoire. Il y a eu des pertes d'emplois au moment des cheminots, où on est passé même à la locomotive, etc. À chaque fois qu'il y a une révolution technologique, il y a des pertes d'emplois, c'est une réalité. Mais derrière, la société s'enrichit de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles compétences pour maîtriser cette... La personne peut s'upgrader. S'il arrive à le faire, c'est tout à son avantage. Exactement. Donc, on n'a plus à avoir peur, entre guillemets, de cet avènement. On sait qu'il y aura des changements, mais on y voit, nous, plus d'avantages pour l'employé, pour l'entreprise et pour le client. On se rappelle qu'à la base, c'était les clients qui augmentaient leurs attentes et leurs interactions. Nous, on y voit plus d'avantages pour eux, avec cette valeur côté Verint sur le fait qu'on est issu de la relation client. Donc, les données qu'on a emmagasinées depuis des années, elles nous permettent, ces données, de savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est important. On n'est pas dans un monde inconnu. On sait de quoi on parle concernant l'engagement, le workforce. C'est vraiment notre spécialité, notre cœur de métier. Alors, si on devait, il nous reste encore quelques minutes avant de poser les questions à Déo. Vous avez, je vous le rappelle, le chat à votre disposition. En termes de valeur de l'automatisation One Workforce. Alors, si One Workforce, si on peut expliquer au public qui ne sait pas encore ce que c'est, le concept. Le concept One Workforce, c'est une réponse adaptée aux forces globales de l'entreprise et aux besoins globaux de l'entreprise autour du workforce engagement. Donc, workforce, vous savez, c'est toutes les forces de l'entreprise. Quand on dit One Workforce, c'est qu'on est focalisé sur un objectif, c'est l'entreprise et le client. Un pour tous, tous pour un. Un peu ça. C'est un peu ça. Les mousquetaires au service de la relation client. Et par rapport à ce concept One Workforce, vous savez, tout à l'heure, on avait dit l'IA dans la relation client. Qu'est-ce que cela apporte ? Eh bien, en fait, la relation client, elle va se décliner en plusieurs sous-aspects. On a parlé de la mise en relation avec les conversations. Ça, c'est un aspect. Donc, les conversations, l'automatisation via les bots, etc., c'est un des services qu'on propose. Derrière ça, on a le suivi des collaborateurs avec tout ce qui est AQM. L'Automated Quality Monitoring, c'est la capacité d'évaluer automatiquement les conversations. Et on a le Workforce Management, la gestion des plannings. Donc, les plannings intelligents qui peuvent s'adapter aux disponibilités des collaborateurs. On a le Knowledge Management, la gestion de la base de connaissances. Donc là, encore, on apporte une couche. Donc, la relation client, c'est tous ces aspects
qui sont mis à disposition des collaborateurs, du client quand il appelle, et du superviseur de l'employé, de la direction, pour analyser tous ces éléments, donner du coaching, donner des formations, etc., donner du sens au travail du collaborateur. À savoir que One Workforce, le concept Verint, répond à tous ces points, oui, aussi bien en temps différé qu'en temps réel. Hein. Donc de plus en plus, on va pouvoir apporter en temps réel des notifications, des connaissances, des articles, sans que le client, l'employé ait eu à les demander. Plus de réactivité. On va pouvoir les fournir en temps réel. Exactement. Et à tous les niveaux. Encore une fois, le One Workforce, c'est tous les points, tous les pans du workforce, mais également toutes les personnes dans l'entreprise. On le voit là, effectivement. Voilà. Avec augmentation de la capacité, de la flexibilité, de l'agilité. Tout ça pour être le plus précis possible et le plus rapide pour répondre aux clients. Exactement. Donc là, on boucle la boucle, on touche à tous les points de l'entreprise. Comme il dit initialement dans notre sujet, via l'automatisation, c'est une chose. Via l'intelligence artificielle de Verint, DaVinci, c'est autre chose. Qui sait communiquer avec les IA du marché qui sont les plus performantes aujourd'hui, que ce soit côté OpenAI ou que ce soit côté Microsoft, pour ne citer que, et cela dans un intérêt bienveillant qui apporte de la valeur à tous les points de la société dans l'entreprise, hein, aussi bien les collaborateurs que les gens du marketing, que les ressources humaines et que les bots également, qui font partie finalement de l'entreprise en termes de communication. On prend en compte tous ces éléments dans notre proposition de valeur One Workforce. Juste avant de passer aux questions, est-ce qu'on peut imaginer là dans les mois à venir de nouvelles choses qui arrivent justement dans cette capacité à répondre le plus efficacement et ce panel de solutions à One Workforce? Oui, là on travaille encore et encore sur ces éléments. Donc premièrement la notion de temps réel qui va augmenter. Oui. En continuant à garder une confidentialité des données, hein, et ça, on reste très attaché à ça, c'est-à-dire on va pouvoir pousser des données en temps réel, etc., de plus en plus facilement, traduire les conversations en temps réel, comprendre ce qui est dit, pousser des notifications de manière assez native, et rajouter à cela d'autres évolutions de GPT qui peuvent être intéressantes aussi. Et là, on peut penser notamment à la vidéo qui arrive de plus en plus dans tout ce qui est suggestion automatique. Ouais. Donc, vous savez, il y a d'autres applications hein, que ChatGPT qui ont fait fureur ces temps-ci dans le monde de l'IA, générative. Donc, le génératif sur le texte, ça c'est ChatGPT, et le génératif sur l'image, qui arrive de plus en plus avec les deepfakes dont on entend parler, les fausses vidéos, les fausses photos, etc. Nous, on va l'utiliser d'une manière plus bienveillante, bien évidemment, avec les conversations vidéo, par exemple, où on va apporter de la valeur. D'accord. Alors, on va passer aux questions, mais de toute façon, on pourra aussi en poser des questions. Ça sera le 5 octobre, et là, ça sera en physique, dans le cadre de l'opération et de la journée où vous développez Journée Verint au sein du superbe hôtel Bristol à Paris. Donc, notez hein, sur vos agendas. Inscrivez-vous sur l'adresse qui s'affiche, on vous le rappellera en fin de webinaire, sur engage.fr pour cette journée du 5 octobre de 9h, demi-journée on va dire, 9h, 13h, mais ça sera l'équivalent d'une journée tellement... Vous serez présent, Alexandre? Bien sûr, je serai à vos côtés, avec grand plaisir. Donc on se retrouvera tous là-bas. Voilà, on remettra ça tout à l'heure, mais vous voyez, ça c'est là-bas qu'on se retrouvera le 5 octobre. Voilà, on va passer aux questions. Vous pouvez encore en poser via le chat, mais on va commencer par les premières. Bonjour Hervé, alias The Voice. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors, une première question. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée dans le domaine financier? Existe-t-il de nombreuses autres applications possibles en fonction des besoins spécifiques des banques et des institutions financières? Ok, merci pour cette question. Donc oui, dans le domaine financier, on est très déployé déjà dans le domaine financier. Quand je dis on, les solutions Verint sont très déployées dans le domaine financier. Donc financier, sous-entendu, lorsque nous on pense finance, c'est tout ce qui est trading notamment. Oui. Donc finance pure, ouais. Voilà, à différencier peut-être du secteur bancaire. Ouais. Voilà. Donc, côté trading, on a effectivement des applications qui vont permettre d'aider tout ce qui est conversationnel, mais dédié au vocabulaire trading. Donc là, c'est important déjà de se rendre compte que
dans l'analyse des conversations, il est important de connaître le secteur d'activité. C'est pour ça que, quand je montrais tout à l'heure la légitimité de Verint dans le workforce, cette légitimité à identifier des secteurs va permettre de comprendre le vocabulaire du secteur. Dans le trading, il y a un vocabulaire très spécifique que nous connaissons, dont nous avons l'habitude, qui va nous permettre de comprendre ce que disent les traders avec leurs abréviations, leurs termes spécifiques, premièrement. Et deuxièmement, dans le trading, encore une fois, on a des notions réglementaires très très fortes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Donc toutes les conversations doivent être enregistrées. Il y a une valeur légale sur ce qui est dit, sur les transactions, etc. Donc nos outils là-dessus vont permettre de se conformer aux réglementations internationales, que ce soit européennes, américaines ou autres. Et en termes de conservation des données, de sécurisation, d'effacement, on va garantir cette compliance avec le monde spécifique de la finance. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Une autre question ? Pouvez-vous repréciser ce que comporte le workforce management ? Très bien. Le workforce management, alors en anglais, c'est la gestion des forces, mais en fait, en français, tout simplement, c'est la planification. Donc le workforce management, c'est un outil de planification des ressources qui va permettre de gérer de manière très efficace les ressources selon leur activité. En clair, vous avez un centre d'appel de 100 personnes. Il y en a certaines qui doivent travailler sur le canal voix, d'autres sur le canal chat, d'autres sur le canal email ou plusieurs groupes qui vont changer comme ça. Eh bien, grâce à une application, Workforce Management, vous allez être en capacité de fournir l'outil aux employés pour qu'ils donnent leur disponibilité. Donc, on donne du pouvoir aux employés. On a un système qui s'appelle la bourse aux échanges qui fonctionne très bien. C'est-à-dire, en fait, on va valoriser les créneaux les moins sélectionnés en les valorisant pour que les gens se positionnent naturellement dessus pour avoir des points ensuite qui leur permettent d'avoir des avantages au sein de l'entreprise. Ah d'accord. Qu'est-ce que ça fait ? Récompenser. Exactement. Donc ça donne du pouvoir à l'employé, ça donne de la motivation sur des shifts qui ne sont pas désirés habituellement. C'est une manière d'engager aussi les collaborateurs. Donc cette fonctionnalité-là est très appréciée, elle est native dans notre produit. À savoir également qu'elle est disponible sur mobile, ce qui permet aux clients, aux employés en télétravail, d'avoir la visibilité, de se positionner, de montrer leur dispo ou indisponibilité. Donc c'est très très axé employé et superviseur pour gérer le temps de travail. C'est un système de points qu'on donne aux employés exactement. Qui justement se placent sur des tranches horaires un peu délicates et on les récompense comme ça. Exactement. Et les points ensuite sont traduits selon les bonus de l'entreprise. Dans certaines entreprises, s'il s'agit de points commerciaux, ça peut être des primes. Dans d'autres, ça peut être des points type RTT parce qu'on va te donner des jours de repos supplémentaires. Voilà, ça va s'adapter aux pratiques des entreprises. Bien sûr, super. Faites-vous une différence entre automatisation et intelligence artificielle ? Subtile la question. Donc oui, la différence entre l'automatisation et l'intelligence artificielle, en réalité, elle vient de la complexité des actions à entreprendre. Et là, c'est le curseur sur ce qu'on disait en début quand on voulait définir l'intelligence. Donc l'automatisation, dans le monde de la relation client, globalement, ce sont des bots qui ont des scripts de réponse en fonction de certaines questions. Donc ça a une certaine limite parce qu'on peut sortir du script et se retrouver avec des questions, des réponses insatisfaisantes. Et on va finalement générer une mise en relation humaine. Ça, c'est plus proche de l'automatisation qui existe déjà et qui est déployée avec les bots notamment. Ce qu'on va avoir après dans l'intelligence artificielle, ça va être de pouvoir répondre à des problématiques plus complexes. Donc traduire, d'ailleurs je l'ai dit, traduire la voix en texte, c'est très compliqué en fait. Donc là, on va avoir des processus d'automatisation, de découpage des syllabes, compréhension des phonèmes, compréhension des thèmes. C'est des processus plus compliqués. Donc pour répondre à la question de manière simple, l'automatisation, c'est des processus simples de logique, alors que l'intelligence artificielle, ça va être des processus qui répondent à des problématiques plus complexes. Hervé, est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, il nous reste quelques minutes sur le chat, vous pouvez encore le faire. Comptez-vous utiliser ou utilisez-vous GPT-4? Question technique. On est déjà à 4? Ouais, ça va vite. Hein. Quand c'est sorti en décembre, c'était 3. Quelques mois après, c'était 3.5. Ah, parce que les versions précédentes, c'était des versions qui ne sont pas sorties. Exactement. D'accord. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est sorti direct à la V3.
Et aujourd'hui, depuis un peu plus d'un mois, on est déjà à la 4. Donc, pour synthétiser, une des grosses différences entre 3.5 et 4, c'est la prise en compte d'autres supports que le texte. Donc, les images, la vidéo, etc. Je ne pense pas qu'il y ait la voix encore. Et donc, aujourd'hui, nous, côté Verint, on n'a pas d'intérêt spécifique à aller dessus. On réfléchit, on l'étudie. On n'a pas encore d'intérêt spécifique à aller dessus. Même si on a noté que les résultats de résumé sont supérieurs en V4 qu'en V3.5, mais ils sont plus lents à obtenir. Ah oui, d'accord. Donc, le moteur d'intelligence artificielle côté OpenAI qui est mis à dispo, il n'est pas encore assez bien optimisé pour une application qui nous est chère, c'est le temps réel. Donc là, si vous avez une conversation et vous voulez le résumer dans la foulée et le transmettre à une application, le GPT-4 n'est pas pertinent. Donc aujourd'hui, on préfère s'appuyer sur le 3.5. On verra les évolutions ensuite du 4 ou de la version d'après pour basculer sur l'autre version. Hervé, est-ce qu'il nous reste des questions? Oui. Comment conciliez-vous la gestion des données avec la réglementation européenne? Ok. Qui nous est cher. Oui. Donc, réglementation européenne, on pense beaucoup à GDPR, qui nous est imposé depuis plusieurs années. Donc, nous, pour cela, à savoir que nos data centers sont basés à Francfort pour la plupart, donc soumis à la réglementation européenne, ce qui signifie que les données qu'on va récupérer côté Verint seront toujours soumis à la loi européenne. Maintenant, lorsqu'on a besoin d'utiliser OpenAI, qui lui peut avoir des data centers un peu worldwide, on va toujours anonymiser les informations, comme on disait tout à l'heure, pour n'envoyer que des infos qui ne sont pas sensibles, premièrement. Et deuxièmement, on va utiliser des fonctions qui vont être utilisées en temps réel, côté OpenAI, sans conservation des données. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'on peut très bien générer du contenu sans conserver la donnée. Un peu lorsqu'on écoute du son, on peut le transformer tout de suite en MP3 et n'entendre que le MP3 sans le conserver pour autant. Vous voyez, un peu comme du streaming. En fait, on va streamer les données pour ne pas les laisser là où on a utilisé le service. Ce qui permet d'être dans moins de problématiques de conservation des données qui seraient soumises à d'autres réglementations. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Mais par rapport à ce que vous disiez sur des évolutions futures, on réfléchit à importer le service directement dans nos data centers pour ne pas avoir à l'envoyer ailleurs. Et comme ça, on sera full compliant sans problème. Ça sera top. Est-ce qu'il nous reste des questions, Hervé? Pas d'autres questions pour l'instant, Alexandre. Écoutez, merci beaucoup. Je vous rappelle, on va revoir ce Bristol, c'est le cas de le dire, ce carton d'invitation au Bristol. Ça sera le 5 octobre prochain. Ça va s'afficher pour vous inscrire et venir partager cette matinée de 9h à 13h au sein de ce sublime hôtel. Eh bien, c'est sur engage.fr. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Destio? Pour moi, on a fait le tour de la question. On a essayé de ne pas être trop technique sur un sujet qui peut être un peu technophile. Et on a essayé de vulgariser autant que possible. Je pense qu'on a touché au but. Je pense. J'ai tout compris, donc c'est que ça a été super bien vulgarisé. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. Et rendez-vous, bien évidemment, le 5 octobre, 9h du matin, au Bristol. Bel été à tous. À très vite. Au revoir.